Chaque époque a ses particularités et ses champions. La Seconde Guerre mondiale et les décennies qui ont suivi ont vu la croissance explosive de la puissance américaine. Les années 1970 et 1980 ont été marquées par le miracle économique japonais. En revanche, les 2 premières décennies du XXIe siècle ont été dominées par la montée en puissance de la Chine. Au fil des ans, pour diverses raisons, les Indiens ont été des spectateurs plutôt passifs de ces événements. Mais la situation est en train de changer. L'Inde est aujourd'hui le pays le plus peuplé au monde et, selon diverses projections, elle sera 2 ou 3 fois plus peuplée que la Chine d'ici la fin du siècle. L'Inde a récemment dépassé l'économie de ses colonisateurs historiques, les Britanniques, pour devenir l'une des 5 premières économies mondiales. L'Inde connaît une croissance régulière et élevée de son PIB. Les années 2020 et les décennies à venir seront-elles dominées par des questions concernant l'Inde? Tout porte à le croire. Mais réduire les causes de la croissance de l'Inde à un généreux dividende démographique peut être trompeur. Qu'est-ce qui rend le cas indien unique? Quelle est la base de la croissance indienne et en quoi la trajectoire de Delhi diffère-t-elle de celle de la Chine? Nous tentons de répondre à ces questions et à bien d'autres dans cet épisode. Bienvenue au rapport des années 20. Depuis la nuit des temps, l'Inde a été un lieu clé pour la formation de la civilisation humaine. Il y a près de 5000 ans, la civilisation de la vallée de l'Indus s'est formée aux abords de l'un des plus longs fleuves du monde. Le vaste delta de l'Indus est une région très fertile, offrant d'excellentes conditions pour la formation des premières communautés humaines organisées. Il est intéressant de noter que le site archéologique de Mehrgarh, dans l'actuel Pakistan, remonte à 7000 ans avant Jésus-Christ, soit avant la civilisation sumérienne. Pendant des millénaires, la géographie de la région a déterminé à la fois sa richesse en ressources et sa séparation du reste du supercontinent eurasien. Au nord, le sous-continent indien est fermement délimité par sa puissante chaîne de montagnes de l'Himalaya. Au sud, le sous-continent indien, en forme de dent, est baigné dans les eaux de l'océan Indien. Il s'agit d'une vaste région autosuffisante de plus de 4 millions de kilomètres carrés, avec de nombreuses barrières internes, déserts, rivières, montagnes, baies et îles. Ces conditions ont historiquement conduit à 2 phénomènes fondamentaux. Le développement de centaines de cultures et de langues différentes au sein du sous-continent indien qui, de temps à autre, se sont rassemblées pour former une entité quasi unifiée. Et deuxièmement, l'absence d'interférences extérieures fréquentes en raison des barrières géographiques, par rapport à l'Europe, par exemple. Il y a bien sûr eu des exceptions à cette règle. Par exemple, Alexandre le Grand a atteint l'Inde en 326 avant Jésus-Christ. Il y a également eu l'invasion moghole au XVIe siècle. Les 2 armées ont franchi le col de Khyber dans l'actuel Pakistan. Les Arabes, quant à eux, ont progressivement étendu leur influence par la mer. Néanmoins, la région était généralement concentrée vers l'intérieur. Tout change avec l'ère de l'exploration géographique et l'arrivée des Britanniques. À partir de 1600, avec la création de la British East India Company, Londres subordonne progressivement le territoire à ses intérêts. Il apporte d'énormes richesses aux colonisateurs, ce qui lui vaut d'être appelé le joyau de la couronne de l'Empire. La quête d'indépendance est présente chez les Indiens depuis des siècles, mais ce n'est qu'avec l'affaiblissement des Britanniques après la Seconde Guerre mondiale qu'elle est devenue une réalité. L'année 1947 marque la rupture avec le joug de Londres, l'unification de plus de 500 États princiers au sein de l'Inde et la partition du territoire entre l'Inde et le Pakistan. L'Inde s'est engagée sur sa propre voie, mais celle-ci s'est avérée extrêmement difficile dès le départ. Delhi se trouve au bas de l'échelle économique. Cette situation, combinée à une croissance démographique rapide, a fait du pays un synonyme de pauvreté, de pollution et de manque d'éducation. Dans les décennies qui ont suivi, cette situation et le conflit avec le Pakistan ont défini l'image de l'Inde aux yeux du reste du monde. Ils ont également incité des millions d'Indiens à quitter le pays à la recherche d'une vie meilleure. La diaspora indienne est aujourd'hui l'une des plus importantes au monde. Selon certaines sources, elle pourrait compter plus de 30 millions de personnes si l'on tient compte des expatriés de la 2e génération ou des générations suivantes. Cette image de l'Inde dépeinte par les films tels que Slumdog Millionaire comporte une grande part de vérité. Le pays est toujours en proie aux problèmes mentionnés ci-dessus, mais cette image peut être un symbole pour l'Inde d'une époque qui est en train de s'achever.
quelle en est la raison? 1,4 milliard d'habitants. C'est la taille de la population indienne qui est la première et la plus importante question lorsque l'on commence à penser à l'Inde. L'ampleur est difficile à imaginer, et ce n'est pas fini. Le pic d'1,7 milliard d'habitants ne sera pas atteint avant les années 2060. Un pic démographique que la Chine connaît actuellement. Cela signifie qu'en 2100, selon les projections, il y aura 2 ou 3 fois plus d'Indiens que de Chinois. L'Indien moyen a aujourd'hui 20 ans, alors que le Chinois moyen en a 39. Plus de 40% de la population indienne a moins de 25 ans. Une population massive se traduit naturellement par des indicateurs macroéconomiques impressionnants. L'Inde est déjà la 5e économie mondiale et sera la 3e à la fin de la décennie, derrière les États-Unis et la Chine. Il a fallu 31 ans à Delhi pour bâtir une économie de 3 000 milliards de dollars. Pour la faire croître de 3 000 milliards de dollars supplémentaires, les Indiens n'auront besoin que de 7 ans de plus. Mais il est plutôt risqué de suggérer que l'Inde sera le champion de la prochaine décennie ou des prochaines décennies sur la seule base de son énorme population. Bien sûr, il s'agit d'un facteur clé de la montée en puissance de Delhi, et sans doute un facteur nécessaire. Mais pour échapper à l'image de son voisin pauvre et sous-développé de la Chine, il faut quelque chose de plus. Et l'Inde, là. Mais commençons par l'essentiel. Entre 2016 et 2022, alors que la plupart des Occidentaux étaient occupés à discuter de la présidence de Donald Trump ou de la pandémie du coronavirus, le nombre d'Indiens vivant dans une pauvreté abjecte a chuté de 126 millions en 2016 à 15 millions en 2022. À plus long terme, ce nombre a diminué de près de 400 millions au cours des 30 dernières années. Lorsque les gens n'ont plus à se demander à chaque instant comment se procurer de la nourriture, leurs objectifs et leurs actions changent naturellement. De plus, ce processus a coïncidé en Inde avec l'expansion massive de l'accès à l'Internet. Cela nous amène à l'une des statistiques les plus importantes de la décennie actuelle. En 2009, environ 5% des Indiens avaient accès à l'Internet, soit environ 60 millions de personnes. Selon le rapport Digital 2022 India, l'Inde comptait déjà environ 790 millions d'internautes, soit 57% de la population. D'ici 2030, ce chiffre dépassera les 90%, soit plus d'1,2 milliard de personnes. C'est le plus grand nombre au monde. Bien sûr, près d'1 milliard de Chinois sont également connectés à l'Internet. Alors pourquoi tant d'agitation? Tout d'abord, l'amélioration du réseau Internet chinois a également contribué à la réussite économique du pays au cours des dernières années. Toutefois, il existe une différence assez importante entre l'Inde et la Chine. La première est que les Indiens parlent anglais. Et cela change tout. Les Chinois, bien qu'ils constituent pour l'instant le groupe national le plus important sur Internet, sont essentiellement coupés du reste du monde. Même si vous contournez les restrictions géographiques à l'aide d'un VPN, il reste la barrière de la langue. Cette barrière de la langue est inexistante pour une grande partie de la population indienne, ce qui signifie que 700 millions de nouveaux utilisateurs ont rejoint l'Internet occidental au cours de la dernière décennie et que 500 millions d'autres suivront au cours des prochaines années. Pourquoi est-ce si important? Parce que l'Internet est le plus grand égalisateur de chances au monde. Wikipédia vous donne accès à la plus grande encyclopédie du monde, Google et YouTube sont les plus grandes universités du monde, et les podcasts sur Spotify vous permettent d'écouter les personnes les plus influentes du monde dans le domaine des affaires, de la physique ou des médias. Tout cela gratuitement. Et tout cela en anglais. Un adolescent qui souffrait de la faim tous les jours il y a quelques années, par exemple, a maintenant accès à une base de connaissances dont un membre de la caste la plus riche de l'Inde ne pouvait que rêver il y a 3 décennies. Bien sûr, le niveau de départ reste extrêmement bas, mais aujourd'hui, avec l'aide de l'Internet et de l'intelligence artificielle, IA, sortir de la pauvreté et atteindre au moins le statut de classe moyenne n'est plus un rêve. Il y a un autre aspect dont l'importance ne peut être négligée. La grande émigration indienne, motivée par la recherche d'une vie meilleure, s'est principalement dirigée vers les États-Unis. Les enfants de ces émigrants étaient déjà nés ou avaient grandi aux États-Unis, et leur soif d'argent, de technologie et d'affaires était extraordinaire. Cela est illustré par la présence d'Indiens à la tête des grandes entreprises américaines. Alphabet, Microsoft, Novartis, Adobe, IBM, ce ne sont là que les 5 premières des 27 sociétés de plus d'1 milliard de dollars dirigées par des Indiens.
Et pourtant, au-delà des postes de PDG, il y a des milliers de développeurs, d'entrepreneurs ou d'investisseurs providentiels comme Naval Ravikant ou Balaji Srinivasan, qui servent de modèles aux millions d'Indiens qui commencent tout juste à se connecter au monde numérique. Commence à montrer le changement qui est en train de se produire. En 2016, l'Inde comptait 452 startups. En 2022, elles seront 84 000. Le financement combiné du capital risque des startups en 2021 et 2022 a atteint 64 milliards de dollars, soit plus que l'ensemble des 8 années précédentes entre 2012 et 2020, au cours desquelles 54 milliards de dollars avaient été levés. Mais surtout, ce changement est ressenti non seulement par les entrepreneurs indiens, mais aussi par les fonctionnaires. Rien de tout cela ne serait arrivé sans India Stack. Lors d'une visite en Inde, Bill Gates a commenté l'India Stack en déclarant « L'Inde est à l'aube d'une nouvelle ère. L'Inde est sur le point de faire un grand bond en avant. » Et c'est vraiment le cas. Étant donné qu'elle est le seul pays au monde à offrir une API aussi ouverte et sécurisée, l'Inde envisage certainement de porter la campagne Digital India à un tout autre niveau. De quoi parle M. Gates? India Stack a un impact tellement fondamental sur le développement potentiel de l'Inde qu'il convient de s'y attarder. En 2009, non seulement 5% des Indiens avaient accès à l'Internet, mais seulement 17% d'entre eux possédaient un compte bancaire. Des centaines de millions de personnes ont été coupées du système financier, ce qui a entraîné une énorme perte de productivité, de recettes fiscales et de développement socio-économique. De plus, en 2009, 400 millions d'Indiens n'avaient aucun document d'identité. C'est également en 2009 que le système Aadhaar, qui signifie fondation en hindi, a été lancé, ouvrant la voie à un changement radical. Premier des 3 niveaux de la pile indienne, Aadhaar est le plus grand système biométrique au monde, décrit par Paul Romer, économiste en chef de la Banque mondiale, comme le document d'identité le plus avancé au monde. Quelques années plus tard, Aadhaar EKYC, Electronic Know Your Customer, a été introduit, qui est essentiellement un système d'authentification électronique. À cela s'ajoute la deuxième couche de l'India Stack, l'interface de paiement unifié, UPI, qui est un système de paiement électronique en temps réel. Aussi ennuyant que cela puisse paraître, et sans entrer dans les détails, l'impact de l'EKYC et de l'UPI a été sans précédent, et les statistiques le montrent. L'analyse de la Banque des règlements internationaux montre qu'il faut généralement 46 ans pour intégrer 80% de la population dans le système financier. L'Inde y est parvenue en 7 ans, et il s'agit d'un pays de plus d'1 milliard d'habitants. La Banque mondiale estime qu'Aadhaar et EKYC a réduit le coût d'intégration d'un nouveau client pour les banques et les institutions financières de 23 à 15 cents. Il s'agit donc d'une réduction des coûts de 15 000%. En conséquence, le géant local de télécommunications Reliance Jio a acquis 100 millions de clients dans les 6 mois qui ont suivi la mise en œuvre de l'EKYC. De tels chiffres sont insensés et il est peu probable qu'ils se répètent à l'avenir. En 4 ans, l'interface de paiement unifié, UPI, est devenue le 5e système de paiement au monde en termes de volume, après Visa, WeChat Pay, Mastercard et PayPal. Et en termes de record de paiement en temps réel, l'Inde est première depuis 2020. Le système d'exploitation repose à nouveau sur un organisme central, la National Payments Corporation of India, qui délivre des licences aux banques pour l'utilisation de la technologie. La dernière couche de la stack indienne rassemble toutes ces données. L'architecture d'habilitation et de protection des données, ou DEPA, est également le cadre juridique qui définit la quantité de données pouvant être partagées afin que les individus ou les entreprises puissent les protéger ou les utiliser dans leur propre intérêt. Toutes les données sont cryptées et passent par un agrégateur de comptes qui joue à la fois le rôle de courtier et de policier dans l'échange de données entre différentes entités. Il s'agit là d'une caractérisation très générale du système qui a transformé l'Inde. Une description plus complète peut être trouvée dans l'article The Internet Country sur Tiger Feather Substack, lien dans la description. Quoi qu'il en soit, le résultat final est que 700 millions d'Indiens sont connectés à l'Internet et que 500 millions d'autres le seront dans les prochaines années. Ils disposent également de l'un des meilleurs systèmes biométriques, financiers et numériques au monde. Bientôt, plus d'1 milliard d'habitants de l'un des pays les plus pauvres du monde seront en concurrence sur un marché unique avec le reste du monde anglophone, offrant leurs services à une fraction du coût. Et il ne s'agit pas seulement des services des programmeurs ou de l'informatique en général. Avec l'incroyable croissance de l'IA,
De la réalité virtuelle, RV, et des technologies visuelles, un tout nouvel éventail de services à distance est en train de s'ouvrir. L'Inde en sera l'un des principaux bénéficiaires. Après tout, qui a le plus envie de profiter de ce solstice technologique et qui est le mieux placé pour le faire? Bien sûr, rien n'est jamais blanc ou noir, et le monde est beaucoup plus nuancé. L'Inde a de nombreux obstacles à surmonter. À la sphère numérique s'ajoute la sphère physique, dans laquelle Delhi continue de se débattre avec de nombreux problèmes. India Stack montre que l'Inde essaie de se réformer en interne et qu'elle y parvient. Toutefois, une bureaucratie hypertrophiée, un système juridique et fiscal biaisé et la corruption font que l'Inde reste un pays où il est difficile de faire des affaires. La 63e place de l'Inde dans le classement sur la facilité de faire des affaires en témoigne. Cette situation est particulièrement évidente dans le secteur manufacturier, dont la contribution à la création du PIB est très faible compte tenu du potentiel du pays. Par rapport à ses voisins, la Chine, le Bangladesh ou le Vietnam, où l'industrie manufacturière représente entre 22 et 28% du PIB, la part de l'industrie manufacturière dans le PIB de l'Inde n'est que de 13% et est en baisse depuis plusieurs années. Le secteur des services, quant à lui, représente plus de 50% du PIB. 8 millions de jeunes Indiens entrent chaque année sur le marché du travail. Cependant, seule la moitié des Indiens adultes ont un emploi, contre 2 tiers des Chinois. Parmi ceux qui ont un emploi, 90% occupent des postes sans salaire régulier, sans horaire stable ou sans avantages sociaux. En 2021, 10 millions de personnes ont postulé pour 35 000 emplois dans les chemins de fer indiens. Cela représentait 300 candidats pour chaque emploi. C'est pourquoi certains analystes sont sceptiques quant à la capacité de l'Inde à saisir l'opportunité offerte par le découplage des entreprises occidentales, en particulier américaines, de la Chine. Sur le papier, l'Inde est un candidat idéal. La population jeune la plus nombreuse au monde, les faibles coûts par travailleur et les perceptions convergentes de la Chine sont des avantages évidents. D'un autre côté, comme le notent Arvind Subramanian et Josh Feldman dans Foreign Policy, en août 2022, près de 80% de l'augmentation de 160 milliards de dollars de la capitalisation du marché boursier indien sont allés à un conglomérat, le groupe Adani, dont le fondateur est soudainement devenu la 3e personne la plus riche au monde. En d'autres termes, les règles du jeu ne sont peut-être pas les mêmes pour tous. Néanmoins, on peut affirmer qu'India Stack est le début d'un processus plus large de simplification et d'harmonisation des règles et des lois qui se sont accumulées au fil des ans. Cela prendra de nombreuses années, mais le processus est déjà en cours. La Banque mondiale et le Fonds monétaire international sont tous deux optimistes quant à l'avenir de l'Inde, malgré les problèmes mentionnés. La première a déclaré que l'Inde est mieux positionnée pour faire face aux tensions mondiales que d'autres grandes économies émergentes. Le FMI, quant à lui, a souligné que la mise en œuvre réussie de vastes réformes et les dividendes plus élevés que prévu de la numérisation pourraient stimuler le potentiel de croissance à moyen terme de l'Inde. L'amélioration rapide des infrastructures du pays pourrait également influencer le sentiment positif. Les dépenses sont sur le point de franchir la barre des 100 milliards de dollars par an. Le pays achève lentement son réseau routier grâce au projet Bharat-Mala. Cette initiative a pris du retard, mais elle devrait permettre la construction de 34 000 km de routes et d'autoroutes. Le coût du projet est estimé à 130 milliards de dollars. Le projet Sagarmala, quant à lui, vise à moderniser et à construire de nouveaux ports et à créer des zones économiques côtières spéciales. Son coût, 116 milliards de dollars. Un signe que les choses changent, même dans l'industrie manufacturière, est l'action de l'entreprise la plus valorisée au monde, Apple. Les opérations de fabrication d'Apple en Inde ne font que commencer. La société externalise la production de l'iPhone dans les usines du sud de l'Inde. Environ 3 millions d'unités ont été produites en Inde en 2021, ce qui peut sembler peu par rapport aux 230 millions produits en Chine. Toutefois, compte tenu de l'amélioration de la situation intérieure en Inde et du fait que l'entreprise peut dépenser 50% de moins en paiement qu'en Chine, l'écart va certainement se réduire. En septembre, Apple a annoncé qu'elle prévoyait de fabriquer 5 à 10% de ses nouveaux modèles d'iPhone 14 en Inde. En novembre, Foxconn, le fabricant des appareils Apple, a annoncé qu'il construirait une usine de semi-conducteurs de 20 milliards de dollars en Inde avec un partenaire local. Un dividende démographique, en particulier un dividende aussi important que celui de l'Inde, renforce incontestablement le centre politique qui exerce son pouvoir sur lui. Mais la véritable force de l'État ne vient pas de la consolidation des ressources des millions de citoyens pauvres,
mais du collectif d'individus forts. L'Inde compte des millions de pauvres, jusqu'à présent la grande majorité d'entre eux. Mais ces dernières années, il s'est agi de jeter les bases d'une croissance de la productivité au niveau individuel. Sortir des millions de personnes de l'extrême pauvreté, améliorer l'accès à l'Internet et réduire les obstacles, tout cela combiné à la croissance de l'esprit d'entreprise qu'importe l'India Stack, est une combinaison qu'il est difficile d'ignorer. Bien sûr, le pays connaît encore une myriade de problèmes structurels, mais si l'on se détache du bruit ambiant et que l'on réfléchit aux principaux moteurs de la croissance, il y a tout lieu de penser que l'Inde a ce qu'il faut. Avec ce genre d'introduction au sujet de l'Inde, qui a manqué à cette chaîne, je vous invite aujourd'hui à un épisode dans lequel nous examinons comment Delhi et le gouvernement Modi exploitent ce potentiel dont ils sont inévitablement conscients. Pourquoi voit-on l'Inde si proche de la Russie, qui est plus ou moins le partenaire junior de la Chine? Et le potentiel décrit dans ce document sera-t-il perdu avec le virage nationaliste du Parti du peuple indien du Premier ministre Modi? Toutes ces questions seront bientôt abordées.